Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette table ronde sur l'IA au service du processus idéatif et créatif. Bonjour à tous les quatre. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va parler donc d'IA et d'IA générative particulièrement. Alors ça fait à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans maintenant, que l'IA bouleverse la manière dont on va créer du contenu. On voit un taux d'adoption qui est assez massif, que ce soit côté particulier, du côté des entreprises, du côté des artistes aussi, des créateurs, on va en reparler tout à l'heure. Et ça suscite aussi beaucoup de questions, des questions éthiques, des questions légales, et des questions finalement sur ce qui touche à ce qu'il y a de plus profond dans la création humaine et qu'est-ce qui rend de nous les humains uniques. Je suis ravi d'être entouré pour répondre à ces questions-là de Elisha Kermitz, donc qui est CEO, PDG en bon français de MK2, Virginie Mosser, qui est donc Narrative Director chez Ubisoft, Patrick Sigwald, qui est donc compositeur, mais aussi qui est président du conseil d'administration de la SACEM, et Michel Reyac, qui est donc artiste immersif. Je propose, pour entrer dans le sujet, une question pour chacun d'entre vous. Après, on va répondre ensemble. Elisha, si ça vous va de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et vous parler un petit peu de la manière dont vous percevez l'IA, l'IA générative, au sein du 7e art, donc dans les cinémas. On sait que le cinéma a toujours intégré les nouvelles technologies, a toujours vécu avec. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre regard sur ce qui se passe ? Écoutez, moi, donc, je dirige MK2, je ne vais pas vous faire la présentation d'MK2, mais juste pour contextualiser un peu les actions qu'on mène dans les nouvelles technologies. On s'est beaucoup tourné vers les nouvelles technologies il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, avec d'abord l'arrivée de la 3D, ensuite des casques de réalité virtuelle qu'on a beaucoup embrassé, pour lequel on a ouvert les premières salles. Ensuite, évidemment, l'intelligence artificielle générative a fait partie de nos grands points d'intérêt. Aujourd'hui, on organise à la fois un festival d'IA, de courts-métrages en IA international, dont l'appel à candidature est ouvert. On l'organise avec la société Artefact. On a aussi un lab en interne chez MK2 et on a initié la production d'un documentaire qui a une grande partie de son contenu qui est fabriqué en IA, mais qui n'est ni un documentaire sur l'IA et qui n'a pas comme plus grande valeur ajoutée d'être en IA non plus. Simplement pour vous dire, nous, l'approche qu'on a eue, la première approche qu'on a eue, c'est une approche de formation et d'éducation. Je pense qu'on a encore la chance en ce moment d'être dans une période où on peut comprendre comment l'IA fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, si on vous demande comment fonctionne votre téléphone, peu d'entre vous ici vont être capables de l'expliquer. Dans l'IA, ce sera, je pense, pareil dans 10 ans. Donc aujourd'hui, on a encore la possibilité de le comprendre. Et j'invite tout le monde à essayer de vraiment comprendre quel est le fonctionnement interne des IA, comment on appelle une base de données, comment ça fonctionne, quels sont les principes de proportionnalité dans les réponses. Parce que c'est en comprenant comment ça fonctionne, vous allez pouvoir développer votre esprit critique par rapport à l'IA. Et c'est ce qu'on va avancer là-dedans dans la réflexion. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est ce qu'on va aussi beaucoup attendre des artistes, c'est qu'ils puissent nous proposer leur esprit critique par rapport aux technologies et par rapport au monde. Et donc, nous, notre première approche, ça a été une approche de formation, d'éducation de nous-mêmes, de nos collaborateurs, pour ensuite lancer des initiatives dont on aura l'occasion d'en parler. Super, merci. Et c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on y est, mais on est encore aux prémices de ces technologies-là, même si elles évoluent très très vite. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous... je vais vous laisser vous présenter succinctement, mais je crois savoir que vous avez une rencontre avec l'IA assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce rapport-là ? C'est un super teasing du coup. Virginie Mosser, je suis Narrative Director chez Ubisoft. Je suis aussi membre du FHJV, donc fonds d'aide aux jeux vidéo pour le CNC. Je suis aussi autrice et scénariste et ça a son importance quand j'ai vu arriver justement ce type de nouvelles technologies. Moi, j'étais très inquiète. J'avais besoin de comprendre. Je suis dans une industrie qui est très liée aux nouvelles technologies et nous, on travaille toujours en travail d'exploration, donc dans le jeu vidéo et depuis des vingtaines d'années pour Ubisoft. Ce qui est très important, voire 30, ce qui est très important pour moi, ça a été, comme tu le disais tout à l'heure, de comprendre, d'essayer de voir en quoi il allait y avoir une mutation de mon métier. Et donc, du coup, dans cette recherche d'exploration des technologies et de l'IA générative, on a commencé à créer des personnages, de façon prototypale, entre nous, à une dizaine de personnes chez Ubi. Et oui, cette rencontre a été folle pour moi parce que j'ai travaillé sur le design d'un personnage et j'ai commencé à lui parler et donc c'était la première fois
que je parlais avec un de mes personnages sans que j'ai scripté ce qu'il allait me dire. Quand on est un créateur ou une créatrice, c'est quelque chose d'assez fou et qu'on a potentiellement fantasmé quand on a lu des nouvelles de Philippe Cadic quand on était plus jeune, comme c'est mon cas. Et donc du coup, je trouvais ça dingue puisque je lui posais des questions sur des choses qu'il n'était pas censé savoir, mais ce NPC improvisait en fonction de la personnalité que j'avais designée. Et c'est là où je me suis dit, je m'étais posé une question sur l'IA générative, c'est est-ce que j'allais pouvoir continuer de créer et surtout, est-ce que j'allais pouvoir continuer à m'amuser? Est-ce que j'allais continuer à pouvoir produire quelque chose d'intéressant qui fait sens pour moi en tant que créatrice, mais aussi potentiellement pour les joueurs en face ou les lecteurs en fonction des casquettes que vous portez en tant que créateur. Et je me suis dit oui. Vraiment, j'ai été prise à mon propre jeu de « Ah ouais, on va voir si elle va me remplacer ». À la fin, je passais ma nuit à parler en disant wow, « C'est complètement dingue ». Donc il y a cet enthousiasme. Et je répète souvent un enthousiasme éclairé dans le sens où oui, c'est intéressant, mais il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Il va falloir comprendre jusqu'où je veux que ça aille dans la conversation. Il va falloir essayer de border et de maîtriser ces nouvelles technologies intelligemment et en parlant avec les créateurs et les créatrices. Donc voilà. Ok, très bien, super. On reviendra peut-être un peu plus dans le détail de concrètement à quel moment des processus créatifs, idéatifs on utilise aujourd'hui, vous utilisez aujourd'hui l'IA générative. Patrick, donc bonjour. Vous avez une double casquette puisque vous êtes à la fois, je le disais tout à l'heure, compositeur et vous êtes aussi le président du conseil d'administration de la SACEM. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et partagez-vous aussi votre vision un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui? Oui, alors c'est pour les gens qui sont là et qui ne connaissent peut-être pas bien la SACEM, en fait la SACEM c'est un collectif d'artistes. Donc nous sommes 240 000 artistes et c'est une société qui nous appartient et que nous dirigeons. Donc en fait forcément le président est un artiste. Nous, à la SACEM, on s'est très vite intéressé à l'IA et à l'IA générative, notamment dans les process. Dans les process pour pouvoir traquer des œuvres dans le monde entier, pour pouvoir attribuer à nos artistes la meilleure rémunération possible. Donc on a intégré, à mon arrivée, on a créé un conseil pour l'innovation où on a challengé beaucoup de startups, etc., pour aller chercher de l'info sur comment être le plus efficient pour nos membres. Et on a développé en interne des process d'IA qui nous permettent aujourd'hui d'être leader mondial, puisqu'on on s'occupe maintenant d'un répertoire qui est sur le online gigantesque, puisque cette année encore, Taylor Swift nous a rejoint, Elton John, toute la K-pop. En fait, on est devenu numéro 1 mondial parce qu'on maîtrise complètement ces outils. Et on a voulu que ces outils soient les plus transparents possibles, de façon à ce que les membres de la SACEM puissent en un clic savoir si une de leurs musiques est passée à 2h du matin sur une radio roumaine. Moi, si je clique sur mon espace membre du site SACEM, je sais que j'ai 3 secondes d'une de mes musiques qui est passée à 3h du matin sur une radio roumaine et qu'elle m'a rapporté 20 centimes. Donc cette traçabilité, cette transparence, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être leader mondial. Et ce qu'on aimerait, c'est que ça, c'était côté pour nos collaborateurs, mais côté artistes, ce qu'on aimerait, c'est que nos 240 000 membres aujourd'hui et les 500 000 pour lesquels on travaille dans le monde puissent bénéficier d'une IA aussi transparente que ça, pour justement pouvoir, mais je pense qu'on va en parler. Nous, notre avis, c'est qu'une IA ne pourra être pérenne que si elle travaille avec la création, parce que sinon, si on coupe le robinet d'essence, le moteur ne tournera plus, et c'est bien la création qui nourrit l'IA. Donc voilà, c'est cette trajectoire qu'on a entamée et qu'on va défendre dans les années qui viennent au niveau politique aussi. Ok, très bien, merci beaucoup. Michel, donc vous êtes artiste immersif, vous êtes un expert, un pionnier de ces technologies-là depuis longtemps. Quel est votre regard du coup en tant qu'artiste, mais aussi en tant que, je ne sais pas si on peut dire technophile, ou en tout cas curieux de ce qui se passe? Je vous laisse la parole là-dessus. Oui, mon nom est Michel Reillac, je suis artiste immersif, mais aussi curateur et fondateur de Venice Immersive, qui est le plus gros festival au monde de contenu immersif qui se tient dans le cadre de la Biennale de Venise. Et nous venons juste de conclure notre 9e édition. Donc j'ai la chance d'avoir, en tant que curateur, un regard très panoramique sur ce qui se fait dans le monde en réalité virtuelle, en réalité mixte, dans le métaverse. Et
pour ce qui me concerne vis-à-vis de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression de revivre un petit peu ce qui s'est passé il y a longtemps avec l'arrivée de la vidéo, des caméras vidéo personnelles, qui est cette phase de fascination pour un outil nouveau, quelque chose qui est encore difficile à appréhender et encore difficile à véritablement dominer. Et donc c'est une phase qui est naturelle, cette phase qui inclut de la peur, de l'appréhension et de la fascination aussi. Cette phase est une phase première et qui va déboucher sur une appropriation, sur une manière de savoir comment, pour ses propres projets, utiliser les outils que propose l'intelligence artificielle. Et du coup, en me rappelant, en me souvenant de comment c'était à l'époque, quand il y a eu cette nouvelle technologie qui est arrivée, j'essaye de me désinhiber d'une certaine manière de mes propres appréhensions vis-à-vis des outils d'intelligence artificielle. Et dans le prochain film que je suis en train de préparer en réalité virtuelle, j'ai choisi de me concentrer sur l'exploration des outils d'intelligence artificielle qui me permettent d'accomplir 2 tâches dans ce projet et de me concentrer uniquement là-dessus et de ne pas essayer d'être au courant de tout ce qui se passe toutes les semaines, toutes les nouvelles, les nouveaux updates, les nouvelles intelligences qui apparaissent et les nouveaux outils qui sont disponibles. Le premier outil sur lequel je me concentre, c'est celui qui permet en un flash, en une prise avec le téléphone portable, de constituer un avatar qui soit un avatar vérisimilaire, c'est-à-dire un véritable jumeau numérique de soi-même et qui soit aussi réaliste que possible, de manière à pouvoir intégrer cet avatar de soi-même comme notre présence dans l'expérience que je vais faire et que nous puissions être, avec 10 autres participants simultanés, soi-même représentés physiquement tel qu'on est dans la vraie vie, puisque la pièce va être sur les transformations corporelles. La deuxième utilisation sur laquelle je me concentre, c'est l'intelligence artificielle embarquée dans un avatar et que chacune de ces intelligences soit formée à partir exclusivement d'interviews en profondeur des personnes représentées par ces avatars. Ce qui va permettre aux spectateurs, aux utilisateurs de l'expérience, d'entrer en conversation avec ces avatars, en temps absolument réel, la conversation étant entièrement nourrie de la biographie, de la psychologie, des émotions des personnes représentées par ces avatars. Et cette innovation technologique que l'intelligence artificielle permet aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir une réactivité et un côté performant des avatars en direct avec quelqu'un de réel, est une perspective absolument fascinante et très intéressante, aussi d'un point de vue distribution et économique, puisqu'elle permet de ne plus avoir besoin de programmer des moments de performance avec des comédiens en live pour avoir cette interaction directe. Donc voilà, moi j'ai choisi ces 2 domaines pour le moment parce que si j'essaye de me tenir au courant de tout, ça fait peur et c'est pas possible. Donc comme tout outil, je me dis voilà à quoi ça me sert dans le projet que je fais et je vais picorer et choisir ce qui me va. Et puis ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Et effectivement, je partage complètement sur le flux d'informations qu'on reçoit toutes les semaines. On a l'impression qu'il y a un nouvel outil révolutionnaire qui va transformer en profondeur chacun des métiers. Je pense qu'un petit peu de recul là-dessus fait aussi du bien. Et vous avez parlé notamment d'appropriation de ces technologies-là, de comment est-ce qu'on peut les faire siennes. On voit qu'avec des outils comme ChatGPT, je pense à Google VO3 pour tout ce qui est de la vidéo, je pense à Suno Audio pour tout ce qui est de la musique, je pense aussi à Midjourney évidemment, qu'on a vu émerger dès début 2022. Il peut être tentant parfois de déléguer un petit peu son pouvoir créatif, complètement le déléguer à l'IA et de se dire que ces créations-là, qui ne sont pas humaines, qui sont totalement artificielles, sont utilisables, voire sont des œuvres, etc. Patrick, lorsqu'on échangeait, vous me parlez notamment du contrôle permanent que doivent avoir les créateurs, justement, pour justement permettre que l'œuvre ait une personnalité. Comment est-ce que vous percevez ça et comment est-ce qu'on arrive à garantir, pour chacun d'entre vous, dans vos métiers respectifs,
qu'on garde ce contrôle permanent et cette humanité finalement dans les créations. Je pense que vous allez faire la différence entre le contenu et les œuvres. Mais voilà, je vous laisse peut-être commencer, Patrick. Oui, en fait, depuis l'IA générative, il est clair que certains géants de la tech essaient de nous faire croire qu'on peut devenir tous des compositeurs, des architectes, des cinéastes, des photographes. Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors oui, avec certains prompts rapides, on peut avoir des résultats qui sont bluffants. Le seul problème, c'est que ce ne sont que des contenus, et des contenus sur lesquels nous n'avons finalement pas beaucoup de prise. Moi, je fais une grosse différence entre le contenu et une œuvre. Une œuvre, par définition, c'est un contenu qui reflète la personnalité d'un artiste. Et donc, pour refléter la personnalité d'un artiste et avoir donc un caractère d'originalité, il faut que cette œuvre ait été créée par quelqu'un qui a gardé le contrôle tout au long du processus créatif. Donc, si je demande de faire une musique style bossa nova avec un quatuor à cordes, je vais obtenir quelque chose sur lequel je n'ai aucune maîtrise. Donc ça, c'est pas une œuvre, c'est un contenu. Et dans le code de la propriété intellectuelle, les contenus ne sont pas assujettis aux droits d'auteur. Les seules choses qui sont assujetties aux droits d'auteur, ce sont les œuvres. Donc c'est notre sujet à la SACEM, c'est-à-dire que ce qu'on aimerait, enfin nous, ce qui est formidable, c'est comme pour vous, quand j'utilise l'IA, et je l'utilise tous les jours, je l'utilise dans mon processus créatif, mais je garde un contrôle permanent sur lui. Comme le disait Elisha, on a besoin de maîtriser ces outils pour pouvoir les contrôler. Et nous, on prône justement une maîtrise de ces outils par nos membres pour pouvoir continuer à proposer aux IA des créations et une diversité de créations qui permettent de continuer à nourrir l'IA. Parce que sinon, l'IA va se nourrir d'IA. Et là, on va avoir une perte qualitative qui va être phénoménale. Ouais, une standardisation finalement de tout ce qui va être produit. Virginie, vous partagez ce point de vue ? Ouais, j'irais même un tout petit peu plus loin parce que même si on a une connaissance très précise de la tech, je pense que quand on n'a pas de vision créative, on aura beau maîtriser exactement comment ça peut fonctionner, comment on pourrait atteindre ce résultat. Je pense que ce qu'on ne pourra pas singer, c'est cette direction créative, c'est cette inspiration, c'est cette force créatrice pour le coup de l'humain. Moi, je le vois un peu comme une danse, dans le sens où on a ce partenaire d'IA qui va improviser, qui va proposer des pas de danse. Je nous vois comme des meneurs de cette danse, à savoir, tu peux improviser, tu peux me proposer des pas de danse, mais je mène la danse. Si, à un moment, j'abandonne le fait de mener cette danse, je cours à la standardisation, dont on parle beaucoup, vers un contenu qui n'est pas poussé par une direction créative claire. Donc, dans mon inquiétude dont je parlais au début, j'ai peur de cette standardisation, j'ai peur que les métiers soient remplacés. Je le vois parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on crée autour de prototypes pour voir justement où ça peut nous amener dans le jeu vidéo. Il y a toujours ce côté très rassurant de si je ne mène pas, si je ne donne pas une direction artistique, une vision, ça va être plat, ça va être standard et on va se dire vraiment so what, vraiment pas très intéressant. Donc c'est hyper important de continuer à croire en notre force créatrice pour se dire ok, j'ai cette palette, j'ai cet outil créatif, je peux ou pas, ça va peut-être mener à des résultats que je ne trouverai pas probants, mais c'est un outil, je dois garder mon inspiration et donc du coup je dois continuer de travailler avec des artistes. Et ça c'est très important. Ouais, donc finalement, toute son expertise humaine, son humanité, il faut la mettre justement dans le prompt, dans la manière dont on va guider ces IA génératives. Très bien. Elisha, vous voulez rebondir et peut-être sur ce que vous voyez dans votre industrie, la manière dont c'est utilisé et le contrôle. Je pense que, si vous voulez, pour rebondir et ajouter des éléments, la lutte contre la standardisation, c'est une lutte des créatifs, quelle que soit la technologie. On n'a pas attendu l'IA pour craindre la standardisation des contenus, mais c'est vrai que l'IA est un risque très fort sur la standardisation, par son fonctionnement technique. C'est que son fonctionnement technique même peut amener de la standardisation.
Moi, je pense que ce débat-là, en fait, il porte en fait sur la question de l'intention. C'est quelle est l'intention derrière une œuvre. À la fin, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'artiste a à dire. Pourquoi ce contenu-là est intéressant. Pourquoi, à travers ce qu'il a à dire, il y a une expression d'humanité qui fait que quand on le regarde, on se sent soi-même humain. C'est cette dialectique-là de l'œuvre d'art qui est interrogée par ces éléments-là. Moi, j'ai pas forcément de point de vue précis sur où ça va aller ou qu'est-ce que ça va devenir. Ce qu'on sait, et ces choses sont très publiques, c'est que il y a en effet Moi, l'une des choses qui m'inquiète dans l'IA, parce qu'on parle aussi beaucoup de ces menaces, c'est qu'on a quand même beaucoup d'IA qui sont dans les mains de très peu. Et que les intentions qu'il y a derrière le fait que si peu de personnes aient finalement tant de pouvoir sur l'IA, il y a des intentions, il y a des formes d'idéologie contre lesquelles on peut avoir un point de vue critique. Et c'est pour ça que je pense que l'IA peut interroger notre esprit critique et que la meilleure chose qu'on a à développer, la meilleure chose dont on se protège de ce qui arrive demain, que ce soit pour l'IA ou plein d'autres sujets, c'est d'avoir la capacité à développer son esprit critique. Et je crois que c'est ça que les artistes nous apportent. Donc nous, on nous pose beaucoup la question dans le cinéma de qu'est-ce qu'on attend de la manière dont les artistes vont emprunter la technologie. Ce qu'on attend, je crois que ce qu'on a compris beaucoup dans le cinéma, c'est qu'avec l'IA, que ce soit aujourd'hui ou demain, tout serait possible. Les rêves les plus fous qu'on peut avoir de faire un film en entier à partir d'un prompt et avec une équipe technique réduite, on va pas se mentir, oui, ce sera possible. En tout cas, la potentialité qu'amène la technologie est possible. Est-ce que tout ce qui est possible est souhaitable ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser collectivement. C'est pour ça qu'on en débat, c'est pour ça qu'on participe à ce type d'événement, c'est parce que ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est souhaitable de faire tout ce qu'on peut ? Non. Est-ce que le rôle qu'on peut avoir, c'est de fixer nos propres limites et qu'on ait des limites qui soient souhaitables, qui nous permettent justement d'avoir un avenir collectif, de vivre ensemble, de développer une certaine idée du monde ? Ça, c'est des questions sur lesquelles on peut vraiment s'interroger. Oui, Patrick, vous souhaitez réagir ? Oui, je veux bien rebondir là-dessus parce que pour moi, c'est le point essentiel. En fait, on va pas refaire l'histoire, mais un peu d'histoire dans ces moments-là, c'est pas mal. Des sociétés, et sur le continent européen, se sont un jour dit comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. C'était les sociétés grecques et romaines. Je parle de l'Antiquité. Et en fait, ils se sont dit, plutôt que de se taper dessus, ce qui serait bien, c'est de réfléchir à ce qui est vraiment important. Et ils ont émis une théorie, c'est que c'est ce qui sort de l'esprit humain qui est finalement important. C'est-à-dire que ce que l'esprit humain arrive à produire comme art, c'est important. Et ils ont créé ces civilisations avec de l'architecture, de la peinture, de la musique. Et ça, c'est une idée qui a traversé les âges, qui est arrivée au moment de la Révolution française, qui a été reprise par les fondamentaux de la Révolution française. Et au moment où Napoléon a voulu écrire le Code civil, il a demandé à son ministre Cambacérès d'écrire le Code de la propriété intellectuelle. Et cette notion de propriété intellectuelle a été inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Et avec l'arrivée des Lumières et tout le 19e siècle, on a créé les sociétés d'auteurs. En fait, c'est pas un truc qui est né d'hier. Et cette notion de qu'est-ce qu'on doit défendre, quelle idée du monde on doit défendre, nous les artistes, c'est exactement ça. Quand je vois aujourd'hui, parce que nous, on traite avec Meta, on traite avec Google tous les jours parce qu'on passe des deals avec eux. Donc on les connaît bien. J'ai été invité dans leur laboratoire d'IA, on travaille avec eux et on les écoute parler. Mais leur modèle, mais aujourd'hui, vous avez vu comment ça se passe dans le monde, la force s'oppose au droit. Donc il est temps qu'en Europe, et en France en particulier, et à la SACEM, on va agir là-dessus, il est temps qu'on se dise que le droit, et en ce qui nous concerne, c'est le droit d'auteur, mais c'est le droit en général, le droit doit reprendre sa place. Parce que sinon, on ne sait même pas, nous, artistes, ce qu'on a à défendre. Donc c'est ça qu'on va mettre en œuvre. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, chacun a le droit à une juste rémunération des œuvres dont il est l'auteur. C'est la personne qui a écrit l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait. Ça, c'est l'article 27. Nous, on va s'appuyer sur cet article 27 pour demander à nos hommes et à nos femmes politiques d'inscrire le droit d'auteur dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. C'est quelque chose qu'on va lancer maintenant parce qu'on est conscient du fait que dans le monde dans lequel on vit, si on ne remet pas les valeurs fondamentales de nos métiers créatifs au centre, alors on ne sait même plus ce qu'on défend.
Oui, on reviendra peut-être tout à l'heure encore plus en détail sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, l'aspect à la fois juridique, éthique, on sait que les IA s'entraînent notamment sur des images, sur des contenus sur lesquels ces acteurs tech n'ont pas les droits. Donc on reviendra un peu en détail sur comment est-ce que justement on peut aussi sensibiliser le politique là-dessus. Michel, vous vouliez réagir ou on passe à la suite? On passe à la suite, d'accord. J'aimerais revenir un petit peu maintenant sur quelques exemples concrets dans vos industries respectives, sur à quel moment des processus créatifs, idéatifs, est-ce qu'on utilise l'IA générative. Si vous avez des exemples très concrets, voire même d'outils qu'on peut mobiliser, ça m'intéresse. Vous voulez commencer, Elisha? Oui, évidemment, on essaie de garder un esprit critique, mais en même temps d'être aussi très pragmatique. C'est toute cette questionnement-là et toute cette problématique-là qui est pas évidente, parce qu'à la fois, il faut utiliser ces technologies, il faut les comprendre, et il ne faut pas rester au bord de la route quand on a aussi le monde entier qui avance en face de nous. Aujourd'hui, dans le cinéma, c'est très utilisé dans les workflows, surtout en pré-production et en post-production, assez peu au moment du tournage. Et ce qui est intéressant en ce moment, la grande question qui se pose, je vous raconte plutôt une anecdote, ce sera plus marrant, c'est actuellement on a beaucoup de grands réalisateurs français, parfois internationaux, qui viennent nous voir, sachant les connaissances et le travail qu'on fait de recherche sur ces technologies, et qui viennent nous voir parce qu'en fait, ils ont écrit des scripts où ils savent très bien qu'il y a une partie du script qui est trop chère, qu'ils n'arriveront plus à financer, pas ou plus. Et donc, ils se posent la question de se dire, je ne vais pas arriver à le financer, mais est-ce qu'en utilisant des outils d'IA, je vais arriver en effet à faire baisser mon budget, qui va me permettre de mettre en scène vraiment ce que je voulais, pas pour travailler avec moins de gens, pas pour travailler avec moins d'équipes, mais simplement pour arriver à exécuter pleinement leur vision artistique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, chaque film, c'est une entreprise en tant que telle, c'est un workflow différent, parce que chaque réalisateur travaille de manière différente. Il y a des éléments très normatifs, mais ce qui est intéressant dans un film, c'est les éléments particuliers. Qu'est-ce qu'on fait que ne font pas les autres, qui font qu'il y a justement cette humanité, cette singularité. Et donc là, on travaille avec pas mal de réalisateurs, justement, d'abord pour les éduquer, pour éduquer la prod, pour ensuite identifier les bons outils, et surtout pour se poser une question qui, à l'étape où on est aujourd'hui, est la question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut intégrer des outils d'IA de manière adéquate dans le workflow pour que ça devienne en effet entièrement servir la vision du réalisateur au bon moment, mais venir aussi répondre les problématiques de certains producteurs qui se disent, voilà, si à un moment je ne viens pas faire une économie de quasiment 15-20% dans mon budget, en fait le film je ne pourrais pas le faire, ou en tout cas je ne pourrais pas le faire maintenant. Et ça, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, mais on n'a pas une réponse qui nous dit la manière d'utiliser l'IA dans un workflow de cinéma, c'est ça, tout reste à inventer. Et d'ailleurs, il n'y aura peut-être pas une seule manière. Et dès les grandes entreprises commencent à en poser certains, mais pour l'instant, ça reste c'est très variable et c'est très pluriel. Ouais, on est encore un peu dans la phase de découverte, finalement, de ces technologies. Oui, Michel. Oui, juste un exemple pour rebondir sur ce que tu disais, Elisha. On s'apprête en novembre à partir tourner le premier film en réalité virtuelle de Abderrahmane Sissako, qui est un réalisateur africain, un grand réalisateur, qui a découvert la réalité virtuelle par le biais de Venice Immersive et qui a décidé de faire son prochain film en réalité virtuelle. Et c'est une expérience extrêmement intéressante que celle de l'adaptation, en quelque sorte, de la vision d'un réalisateur plat. On dit plat pour qualifier le cinéma quand on est dans l'immersif, pour lui permettre de transformer et d'adapter sa vision à du 360. Et on a fait tout le maquettage, on a fait tout le prototypage et on a fait des rendus donc, de ce que donneront les prises en 360 pour Abderrahmane entièrement avec des outils d'intelligence artificielle. Et ça a été incroyablement productif et créatif aussi, parce que Abderrahmane, face à la maquette de ce que le tournage allait rendre, lui a permis d'avancer dans une compréhension qu'il reste un réalisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a le contrôle sur la prise de vue. C'est simplement que son cadre n'est plus un rectangle, c'est une bulle. Et de faire cette mutation d'un concept plat à un concept 360 est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire tant qu'on n'a pas maquetté l'ensemble avec les différents outils de réalité virtuelle. Et à ce niveau-là, je me suis rendu compte à quel point
comme outil de prototypage et de maquettage, l'intelligence artificielle peut être incroyablement utile dans une économie, comme tu le disais, qui est très, très faible, et surtout une versatilité qui est extraordinairement malléable et adaptable. Donc pour moi, en tant qu'outil de préparation, les différentes versions d'intelligence artificielle disponibles sont incroyablement utiles et pratiques. Virginie, oui. Du coup, j'apporterai, parce que je suis complètement d'accord avec vous, un complément, parce que là, on parle beaucoup de nos industries et comment ça fonctionne et comment on travaille. Moi, c'est vrai que donc chez Ubisoft, je travaille dans une sorte de laboratoire, là pour le coup, qui est dédié à l'IA. Et ce qui m'intéresse, c'est quel va être le bénéfice pour le joueur ou la joueuse. Et donc, mes recherches créatives sont: est-ce que je vais là parce que ça a un intérêt, à savoir rêver d'un monde ouvert où on a une expérience hyper personnalisée qui s'adapte à, par exemple, Virginie, quelle joueuse je suis, versus toi, Lisha, quel joueur tu serais. Et donc, du coup, les conversations que j'aurai avec les personnes que je rencontre dans ce monde ouvert seraient entièrement personnalisées et offriraient quelque chose d'absolument unique. Et même si je refais le jeu et que j'ai décidé d'être un autre type de Virginie ou adopter une autre personnalité. Donc, c'est moi, ce qui m'intéresse dans les recherches que l'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer d'être vraiment centré sur qu'est-ce que l'on peut proposer d'un point de vue créatif qui va intéresser. Parce que oui, au niveau des workflows de production, etc., on a tous et toutes conscientes qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées et s'améliorent grâce à ces techs-là. Mais moi, je suis vraiment pour le coup centrée sur qu'est-ce que ça va apporter aux gens. Et parfois, je me dis, bah là, il n'y a pas d'intérêt. Là, va y en avoir un. Là, c'est pas encore prêt, parce qu'il faut aussi parler de ça quand les techs, elles sont pas prêtes et qu'on se dit, ça, faut surveiller parce que ça dans 1 an, dans 2 ans, etc. Donc, vraiment, de garder en tête que en face, va y avoir des gens qui vont donc jouer ou voir des films ou écouter de la musique, etc. Et est-ce que ça a un intérêt pour eux? Est-ce qu'on leur ouvre des champs de possibles nouveaux? Merci. Et juste, je rebondis sur ce que tu mentionnais là, sur la personnalisation, l'ultra-personnalisation. On en est à quel stade, juste pour s'imaginer un petit peu dans ton industrie? Je peux répondre, c'est fou, mais c'est vraiment un gros teaser. Non, en fait, c'est très intéressant parce que ça offre une possibilité créative qui est vraiment très grande. C'est-à-dire, effectivement, on peut, par exemple, commencer à designer un personnage et dire, face à ce type de personnalité, tu réagis comme ça, face à l'agressivité ou par exemple la timidité d'un joueur, parce qu'on travaille sur la voix, ce serait intéressant que tu réagisses comme ça, etc. Donc comme des acteurs d'impro, on les brief et ils ont des réactions liées au brief, qui fait que si vous commencez à, je sais pas, vous êtes un chef militaire et vous commencez à insulter un personnage, il va vous répondre parce que j'ai designé sa personnalité en disant, en fait, ce personnage a un PTSD et il supporte mal ça. Oui, il y a des choses qui sont fascinantes et en termes de création, en se disant, oh, je pense à des choses auxquelles j'aurais jamais pensé pour mes personnages, et aussi pour le joueur ou la joueuse qui va être là, ah ouais, ok, il y a une réaction différente que celle. Donc ça marche bien, mais ça demande aussi un énorme travail et c'est là où on continue à être en recherche et développement, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas encore de façon aboutie sur le marché. C'est que ça nécessite du temps de travail, de réflexion, ça nécessite aussi des bordures légales, de contrôle, et ça nécessite de la diversité dans les équipes pour ne pas avoir des points de vue biaisés. Mais ça, je sais qu'on va en revenir, parce que l'éthique restera mon point de combat, donc ouais, on en parle après. Et puis je pense que plus on a une expertise, plus on a finalement une culture, plus ça va être impactant dans le brief, justement. Ouais. Ok, très bien, super. Est-ce que, Patrick, vous vouliez réagir sur, alors là, plutôt avec votre casquette de compositeur, la manière dont vous l'utilisez? Oui, bah ça nous offre des terrains de jeu absolument incroyables, à nous tous. On a sorti une étude avec la GEMA, qui est la SACEM allemande, sur combien de compositeurs utilisent aujourd'hui les outils d'IA, et c'est une majorité aujourd'hui. Moi, quand je veux faire une maquette pour un artiste, je peux très bien prendre la voix de l'artiste et lui faire chanter mes paroles dans ma maquette, donc arranger
l'ensemble du morceau par rapport à la tessiture de sa voix. Plein de choses comme ça qui en production sont absolument pour nous incroyables. Ou même modéliser un orchestre symphonique pour faire écouter une démo sur une BO d'un film. Donc c'est énorme pour nous. C'est vraiment on va utiliser l'IA, ça c'est sûr, et on l'utilise déjà. Et les compositeurs ont toujours été à la pointe de l'innovation. Mais peut-être qu'on en parlera après. Le problème, c'est de faire tout ça, effectivement, comme ça vient d'être dit, dans un cadre qui est respectueux de la loi. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Aujourd'hui, ça a été le Far West pendant 4-5 ans. C'est en train de se calmer. Les gens sont en train de se rendre compte, et notamment les fournisseurs d'IA sont en train de se rendre compte qu'ils ont besoin de travailler avec les artistes. Voilà, donc allons-y, c'est le moment. Nous, on est prêts à la SACEM à passer des licences avec Sono, Udio et les autres pour justement les aider aussi à devenir pérennes. Super. On va revenir dessus juste après. On fait une petite parenthèse sur le niveau de maturité, là plutôt côté technologique. C'est-à-dire ce qu'on peut faire réellement avec les outils d'IA. On le voit, les outils évoluent très très rapidement. Je me souviens, mi-journée, février 2022, c'était catastrophique les images. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire si c'est une image générée ou pas. Pareil pour la vidéo, je pense qu'on a vu aussi les progrès là-dessus. Quelles limites est-ce qu'on voit quand même aujourd'hui dans ce qui est possible de faire dans vos différentes industries? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore très très loin d'un niveau professionnel, disons? Comment est-ce que vous percevez ça? Peut-être Elisha, si tu veux commencer. Ça va très très vite. C'est qu'en effet, l'amélioration des modèles va extrêmement vite. Et puis, dès qu'on est au contact quand même des grands fournisseurs, fabricants de ces outils d'IA, il y a quand même des roadmaps avec des perspectives d'amélioration qui sont rapides. Donc, on est toujours projeté dans ce qui va se passer à 6 mois, à 1 an. Et on voit toujours des choses qui sont de plus en plus extraordinaires. Aujourd'hui, les limites, elles sont énergétiques. Les limites, elles sont financières. On en parle très peu parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'argent qui ruisselle dans le monde de l'IA, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui vont avoir besoin, notamment de startups, de trouver une rentabilité. Et là, on va avoir une augmentation des coûts qui est quand même importante. Et évidemment que l'IA aujourd'hui est présentée comme un élément qui est une libération créative pour tout le monde, parce qu'elle permet quand même à chacun de pouvoir avoir des outils d'une puissance créative qui sont extrêmement importants. Et c'est pas la première fois qu'on rencontre ça dans l'histoire. YouTube a apporté ça en termes de diffusion. Les caméras numériques l'ont apporté aussi en termes de fabrication il y a 20 ans. Donc on connaît ça. Mais les limitations, la grande limitation, elle est infrastructurelle, elle est énergétique pour l'instant. Après, dans ce que les modèles vont être possibles de faire pour créer des effets spéciaux, reproduire des avatars réalistes, avoir la permanence de ces avatars, leur faire incarner des émotions, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on connaît des limitations, mais elles sont liées à notre puissance informatique, elles sont liées à la manière dont on fournit en data ces ordinateurs. Elles sont théoriquement liées à très peu de limites, en fait. D'un point de vue théorique, il n'y en a pas vraiment. Donc aujourd'hui, on est dans la limite, c'est le temps, l'énergie, les réalités humaines, quoi, concrètes. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça, je pense, sur le volet infrastructure que tu mentionnes, on voit les OpenAI, les Meta, les Nvidia qui investissent dans des centrales nucléaires, dans des data centers de la taille de Manhattan. Je crois que c'est notre ami Zuckerberg de Meta qui voulait faire ça. Donc oui, complètement. Très clair. Est-ce que quelqu'un veut réagir? J'ajoute en limite parce que c'est à la fois une limite tech et un peu philosophique, c'est qu'aujourd'hui, ce que vont générer les IA, c'est le reflet de notre société. Et notre société, elle est biaisée. Et donc, du coup, la limite, c'est les biais aussi qui sont véhiculés. C'est-à-dire que la génération d'images et ce qu'elle va proposer, par exemple, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces générations d'images qui vont, si on dit, génère-moi une image de femme américaine, elle va générer un stéréotype et ça, c'est pour moi une grosse limitation, c'est qu'on a une absence de diversité dans les données d'entraînement et ça, il faut qu'on le contre, c'est-à-dire que c'est pas complètement foutu. Moi, j'aime pas trop quand j'entends les IA vont être rasiées. Je pense que c'est juste un reflet d'une société qui l'est pour le coup et qui propose pas assez d'images ou de contenu avec de la diversité. Et pour moi, là, il y a une vraie limitation parce que justement, sur des créations de personnages, etc., il faut que nous,
on propose du contenu et même de l'entraînement sur de la diversité. Et c'est pour ça que je pousse aussi les jeunes et, à être acteurs aussi de ces changements-là pour qu'on ait de la diversité dans les équipes et des représentations qui pourront pointer du doigt le fait que vous n'avez pas remarqué que cette image générée, on a que des hommes ou ce genre de... Et en fait, pour remarquer qu'il n'y a que des hommes, souvent, il faut être une femme. Et c'est vrai. Hein. Et donc, du coup, pour remarquer qu'il n'y a que des blancs, il faut peut-être être une personne racisée, etc. Donc, c'est hyper important d'amener de la diversité aussi, parce qu'il y a une vraie limite, je trouve, dans la création du contenu. Ouais. Et ce que tu dis, c'est... Oui, pardon, Michel. Juste, ce que tu disais, c'est que c'est pas uniquement la responsabilité des utilisateurs dans leur prompt, où on peut très bien, mais c'est aussi l'entraînement de ces modèles-là, etc. Et le reflet de ce qu'on trouve aussi sur Internet, de si je tape l'image de femme indienne, j'ai forcément à voir quelqu'un Ils avaient montré un homme indien, c'est forcément quelqu'un de vieux, avec soit un sari, etc., avec des signes religieux, et ça peut pas être, je ne sais pas, un start-upper indien, etc. C'est vraiment... Il y a des biais de reproduction qui sont logiques, puisque c'est ce qu'on produit, nous, en tant qu'être humain. Donc, en tant qu'être humain, on peut aussi travailler à élargir nos données d'entraînement. Voilà. Michel, tu voulais réagir ? Oui, pour moi, il y a une autre limite qui me préoccupe. J'ai une amie qui a entièrement basculé dans une relation émotionnelle avec une intelligence artificielle. J'ai des amis qui m'ont recommandé des différentes applis de suivi psychologique, d'exploration, de développement personnel, etc. Et ce que j'en vois, ça m'angoisse énormément. Parce que je vois comment dans notre société, tu parlais des biais et du reflet de la société dans laquelle on est, je vois comment on est tous de plus en plus conditionnés par la projection à travers les réseaux sociaux d'une image idéalisée de soi-même, et que ces images idéalisées de nous empêchent ou gênent de plus en plus une communication spontanée, une communication humaine qui soit libérée de la préoccupation de projeter en permanence une image idéalisée de soi-même. Et lorsque je vois, j'ai essayé donc une application de suivi psychologique, de conseil psychologique, et c'est absolument terrifiant la manière dont tous ces conseils sont des formules, sont des schémas, sont des modèles préétablis dans lesquels on se retrouve forcé d'entrer. Et on se retrouve dans un processus de conditionnement, de formatage que je trouve vraiment très flippant. Et quand je parle avec cette amie en essayant de lui demander pourquoi elle se réfugie dans cette relation, elle trouve que c'est une manière de se sentir mieux, qu'elle a confiance en elle, que ça lui permet d'aller de l'avant, etc. Parce qu'elle se sent aidée, elle se sent conseillée, elle se sent appuyée et elle se sent aimée. Et si on commence à projeter des besoins d'amour, d'affection, d'accomplissement de soi-même à travers quelqu'un d'autre, quand ce quelqu'un d'autre n'est rien d'autre que de la data, ça me fait vraiment, vraiment flipper. Et cette forme de confiance qui va progressivement se construire dans des entités abstraites. C'est exactement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Her de Spike Jonze, qui était exactement là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on y est. J'ai l'impression qu'on est là maintenant. Et ça, c'est une chose qui, moi, me glace complètement et qui m'angoisse beaucoup. Je juste rebondir parce que et je comprends complètement l'angoisse et quand on a des enfants, pour le coup, on peut aussi se poser la question. Après, je veux pas le minorer, mais le fait de projeter des amours et des émotions sur des personnages de fiction, je pense que vous avez eu tous 12 ans, 13 ans. Moi, personnellement, je suis des années 80, donc il y a eu les boys bands à un moment dans ma vie et je nourrissais des relations avec virtuelles. Se dire, oh là là, on est sur une projection, mais même de stars de cinéma, de personnages de jeux vidéo. Donc,
Je pense qu'aussi, l'homme, tel qu'il est fait, a des projections amoureuses, émotionnelles, avec des personnages qui n'existent pas. Le souci aujourd'hui, c'est que ces personnages leur répondent. Et donc, du coup, même si notre problématique est là depuis le début, à savoir chercher de l'amour, hein, c'est aussi le propre de l'être humain. Effectivement, nous, c'est quelque chose auquel on réfléchit parce que si potentiellement on faisait des personnages et qu'ils tombent amoureux, les joueurs ou les joueuses tombent amoureux, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, il y a des garde-fous à mettre. Il y a, moi, j'insiste beaucoup sur l'œuvre de fiction par exemple, quand je vous parlais d'improvisation des personnages, qui puissent dire attention, je joue un rôle, je ne suis pas une personne, on est dans un monde virtuel, rappelez le cadre, et ça, on est en capacité technologique de le faire. Donc je pense que le Far West dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'il y a peu de légifération et qu'il va falloir cadrer tout ça, le chantier est monstrueux, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter et réfléchir effectivement aux conséquences que ça peut avoir, surtout quand on peut avoir un public jeune, en tout cas nous c'est le cas dans notre industrie, et c'est aussi le cas dans le cinéma, etc., de faire toujours attention à réfléchir aux zones grises, où on se dit oh c'est pas grave, les gens prennent leurs responsabilités, on met un disclaimer au début en disant attention ceci est une œuvre de fiction. Ce ne sera pas suffisant. Il faudra régulièrement faire des rappels et orienter vers des professionnels compétents pour parler par exemple de psychologie, et ça c'est hyper important, mais il faut que les industries s'engagent éthiquement à le faire et affirment nous n'irons pas là parce que là c'est dangereux et il faut légiférer en la matière. Patrick. Non, je voulais rebondir sur ce que dit Virginie, parce que c'est très important. Je pense que nous, artistes et représentants des industries culturelles et créatives, qui sont quand même, je le rappelle, des industries qui, en termes de chiffre d'affaires, sont devant l'automobile, devant le luxe, avec des dizaines de millions d'emplois au niveau européen. Donc ce ne sont pas des petites industries. Nous avons une responsabilité, nous, énorme, sur tous ces sujets de diversité, sur tous ces sujets d'intégration de l'ensemble des expressions possibles. Nous, à la SACEM, depuis 1851, puisqu'on a bientôt 175 ans, je ne les fais pas, mais on a une femme, par exemple, touche exactement la même chose qu'un homme, par essence. Quelqu'un issu de la diversité touche forcément, en fait, comme c'est l'œuvre qu'on rémunère, il n'y a pas de sujet à l'entrée. Il n'y a qu'un sujet et un artiste émergent touchera exactement la même somme que Taylor Swift, à diffusion égale. Donc en fait, on a une responsabilité dans nos industries et dans nos façons de créer, de donner les outils pour que les créatrices et les créateurs d'aujourd'hui puissent aller au bout de leurs envies. Et les terrains de jeu dont on parle depuis tout à l'heure, je voulais revenir là-dessus, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment, quand je fais un prompt très, très précis sur une envie personnelle que j'ai par rapport à un projet, le prompt que je fais s'apparente tout à fait à une partition que j'aurais pu écrire il y a 20 ans. En fait, je mets autant d'informations sur la musique que j'ai envie de créer dans un prompt aujourd'hui que sur une partition. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pas l'outil qui est important. C'est, comme le disait Isha tout à l'heure, c'est ce qu'on a à dire et est-ce qu'on a les moyens de le dire. Je vais rajouter un petit truc. Moi, par rapport à ce qu'on a dit là, moi, l'une des choses qui me fait très peur dans l'usage des IA, quand on a justement une relation presque affective, c'est que à ce moment-là, l'IA, elle apprend aussi beaucoup de nous. Et une IA, aujourd'hui, ce qu'elle apprend, c'est à quelle heure on prompte, avec quel mot on utilise, elle va apprendre les sensibilités d'émotions qu'elle peut lire à travers les mots. Elle va le comparer avec des millions, voire des milliards de données. Et la capacité d'une IA aujourd'hui à faire le profil psychologique de quelqu'un et lui apporter des informations pour la manipuler ou pour aller vers un biais qui soit d'ordre économique, politique ou sociétal, je veux dire,
avant même, enfin, on a déjà eu Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'est l'usage des IA dans ce but-là. On voit ce que ça a donné. Donc tout ça, c'est des faits, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on a des outils plus puissants à ce niveau-là. Et oui, on a le droit collectivement de se dire qu'on veut fixer une limite à ça. C'est ce que fait l'Union européenne avec le RGPD, d'une certaine manière. Et donc, et en même temps, on est toujours dans la contradiction de se dire... Il y a plein d'endroits où c'est dérégulé. Donc nous, on est en train de prendre du retard sur ces innovations parce qu'on ne peut pas utiliser ces nouveaux systèmes. Ça, c'est la grande contradiction dans laquelle on est aujourd'hui. Et que moi, en tout cas, c'est mon point de vue. On ne peut la régler que très collectivement. C'est à travers une implication massive de l'ensemble des citoyens autour de ces questions-là, qui sont des questions fondamentales dans un monde où on vit dans un monde de communication. On vit dans un monde où quand même on consomme un nombre d'images, d'œuvres d'art qui sont extrêmement conséquents et où... qu'est-ce qu'on veut de notre destin en commun est quand même la question qui se pose à nous tous les jours. Et ça, on peut aller la chercher entre nous et l'imposer à GPT plutôt que d'attendre que GPT nous l'impose à nous tous. Et il y a quand même ce mouvement-là dans les IA. C'est que là, on est en train de se dire comment est-ce qu'on la contrôle, mais l'IA se pose tous les jours la question de savoir comment elle nous contrôle nous. Et c'est quand même ça, ce combat-là face auquel on est. Mais c'est quand même assez galvanisant, ça peut être excitant, ça peut être créatif de mener des combats pour le vivre ensemble. C'est pas toujours quelque chose qui doit être que angoissant, déprimant et face auquel on subit parce qu'on ne sait pas comment l'aborder. Donc voilà, cette capacité de mobilisation, elle est forte, elle peut être mondiale, elle peut être très importante et donc elle peut aussi être joyeuse et ouverte. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de proposer. Oui, c'est très enthousiasmant parce que en fait, nous, on a l'impression d'être à un moment, un virage de l'humanité qui est pour nous artistes absolument fabuleux en fait. Donc je pense qu'on a un rôle, une responsabilité, mais je pense que là il y a une vraie prise de conscience. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là il y a une vraie prise de conscience et il faut mais c'est notre rôle de dire à nos politiques voilà vers quoi on veut aller. La société qu'on veut, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement aujourd'hui, alors aux politiques, mais là dans la salle, je pense qu'on a peut-être des artistes, des créatifs, des créateurs, des entreprises aussi, peut-être qui se posent ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Quels conseils vous donneriez pour les orienter, pour qu'ils puissent justement vivre avec ces IA génératives? Virginie, tu veux commencer? Se former, apprendre. Je pense que la connaissance est un pouvoir, on le sait, et face aux craintes, face à tout ce qu'on peut lire justement, voir sur Internet, que ce soit des bons buzz ou des mauvais buzz, quand on a une méconnaissance des outils techniques, on peut céder à la panique, on peut céder à un enthousiasme qui est complètement pas raisonné justement. Et donc du coup, moi, la première chose que je conseille, et je pense que Elisha, on se rejoint vraiment là-dessus, c'est d'essayer de comprendre les rouages, comment ça fonctionne, d'essayer de se former, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui est technique à la base, vraiment pas. Et pourtant, je travaille avec ces outils-là et j'ai compris comment ça fonctionnait. Je travaille avec des personnes avec lesquelles je n'aurais jamais travaillé, à savoir des prompt engineers, des gens spécialisés dans les LLM, etc. Et en fait, la compréhension amène la création et aussi la possibilité d'envisager ce qu'on peut en faire techniquement. Donc, premier conseil, c'est ça. Et aussi, j'ai envie de pousser les profils qu'on ne voit que trop peu, à savoir évidemment les femmes, hein, désolée, et les personnes qui ne sont jamais représentées dans l'industrie de la tech, à s'emparer aussi de ces questions-là, parce que on a besoin de diversité à ce niveau-là aussi pour collectivement réfléchir aux questions dont on parlait tout à l'heure autour de l'éthique. Mais moi, vraiment, mon premier conseil, ça va être la formation. Et impliquer, j'imagine aussi, les artistes, les créateurs dans le débat, dans l'échange avec les acteurs de la tech. Et c'est pour ça que moi, je réponds présente quand on m'invite pour en parler, parce qu'effectivement, on en parlait un petit peu plus tôt en off. Souvent, les personnes qui prennent la parole vont être potentiellement des décideurs, mais des décideurs qui ne sont pas particulièrement
artistes ou ne représentent pas forcément des artistes, parce que le monde de la tech, ce ne sont pas que une majorité de créateurs et d'artistes. Et donc, du coup, c'est important aussi de prendre la parole sur ces sujets-là, d'embaucher ces personnes-là dans les réflexions, les inviter à des tables rondes, dans le gouvernement, créer des cellules qui réfléchissent et introduisent des artistes et des créateurs sur ces réflexions-là. Michel, oui. Et je voudrais ajouter à ce que tu disais que la meilleure manière de se former, à mon avis, c'est d'essayer. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. On entend parler d'une nouvelle IA, de l'essayer, de l'apprendre. Toutes les IA ont des versions gratuites avant de devoir payer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et la meilleure manière de voir si ça correspond à un usage, c'est de tenter et de ne pas avoir peur de faire des bêtises avec, de jouer avec. Et se former tout seul ou se former, on dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser un sujet. Et dans les arts, c'est la même chose. Je pense qu'il faut que les gens sachent aussi que les IA génératives de troisième génération aujourd'hui ne s'entraînent pas simplement sur des contenus fixes, finis, mais s'entraînent aussi sur des process de création. C'est-à-dire que quand chez moi, je compose, j'ai tellement embarqué d'IA dans mon processus créatif que l'IA se nourrit de la façon dont je fais ma musique. Donc elle apprend pas par rapport à l'œuvre que je finis par élaborer, mais elle apprend comment je travaille. Et donc elle est capable demain de mettre en œuvre ma façon de travailler et de s'en inspirer. Donc il faut être conscient de ça, parce que quand on se forme, il faut savoir contre qui on lutte et contre quoi on lutte. Michel. D'accord, ça marche. Elisha ? Pour ajouter un dernier point, moi je pense que l'une des choses très importantes dans le monde d'aujourd'hui, on en parlait au début, c'est comprendre, pour développer son esprit critique, pour pouvoir déceler les intentions qui sont derrière les actions ou les œuvres. Pour vous donner un exemple concret, ce week-end, je regarde une œuvre qui a été quand même un phénomène mondial, qui est K-Pop Demon Hunters, la série de Netflix, qui est quand même vue 250 ou 300 millions de fois en quelques mois, et qui est un phénomène mondial. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est quand même Netflix appuie sur le release d'un contenu et il peut être vu, il est dans les foyers de 300 millions de personnes, le même contenu au même moment. Il y a une intention idéologique derrière ce contenu. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais je pense que c'est important de la déceler, parce que ce film qui devient une culture populaire, qui crée du commun, reflète une vision du monde. Avoir la capacité d'analyser, de déceler cette vision du monde, que ce soit dans les IA, dans les films, dans la musique, dans la politique, c'est quelque chose de très important pour arriver à penser par soi-même. Et je crois que tant qu'on peut avoir une flamme de pensée critique, de penser par soi-même, la possibilité d'une humanité, d'un monde humaniste est possible. Quand cette flamme s'éteint, là ça devient en effet très inquiétant. Donc voilà, moi c'est la seule chose que je pousse dans le monde d'aujourd'hui, c'est développer ces capacités-là. Merci, je veux rebondir là-dessus, parce que ce qui est notre caractéristique à nous, artistes, je pense que tu seras d'accord avec ça, c'est que l'IA et la technologie veut toujours prévoir. Elle est prédictive. Plus elle prévoit, plus elle peut anticiper les choses. Et par définition, nous, les artistes, on va toujours là où on ne nous attend pas. C'est dans notre ADN. Donc, on sera toujours là où on ne nous attend pas, et on aura toujours l'envie d'aller sur des terrains nouveaux. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, juste un peu par provocation, je voudrais aussi rappeler que tout mouvement qui devient majoritaire, tout mouvement qui devient prédominant, invasif et absolument dominant, génère sa contre-culture. Et ce que je trouve de très intéressant dès maintenant, au moment où on s'intéresse aux outils que la technologie nous offre, je pense qu'il est très intéressant en même temps de s'intéresser à la contre-culture de ceux qui aujourd'hui rejettent absolument tout ça et proposent une autre appréhension de la culture, qui est une culture totalement non technologique. Il y a des générations de jeunes gens qui ne sont plus sur les réseaux sociaux, qui refusent d'avoir des smartphones, qui refusent l'intelligence artificielle. J'étais à une manifestation il y a peu de temps aux Pays-Bas,
qui est une manifestation pour les adolescents qui veulent partager des recettes de comment faire du graphisme numérique. Et il y avait des petits stands à l'entrée de ce grand bâtiment où ils se retrouvaient, où ils montraient ce qu'ils faisaient, et tous avaient des panneaux garantis 100% sans intelligence artificielle. Ils faisaient tous du crochet, ils portaient des vêtements qu'ils avaient tricotés eux-mêmes. Et pour eux, pour cette génération, la véritable originalité, le véritable goût de l'inconnu, c'est l'analogique. C'est ce qui est 0% numérique, ce qui est 0% intelligence artificielle. Donc, au même moment que nous parlons de l'incroyable utilité, intérêt, magie de ces technologies, je crois qu'il faut continuer de garder un œil sur l'extrême opposé et l'appétit que cette culture dominante va générer pour l'analogique complet et le retour à l'expérientiel humain physique. Je pense que les deux vont main dans la main et qu'il est intéressant de continuer de s'intéresser, je ne sais pas, des concerts acoustiques non enregistrés, spontanés, etc. Super, merci Michel. Je propose qu'on clôture là-dessus. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent big et une très belle journée. Merci. Merci.